Les Bakuba constituent l'une des peuplades les plus intéressantes du Congo. Ils vivent groupés dans le Kasaï, parlent une langue particulière, et leurs coutumes témoignent d'une civilisation déjà évoluée, au demeurant pleine de mystères. Leur nom signifie « homme de l'éclair ». On les appelait ainsi à cause de l'adresse avec laquelle leurs guerriers lançaient un couteau redoutable, frappant l'adversaire avec la soudaineté de la foudre. Ces hommes fiers vivent aujourd'hui pacifiquement. Les femmes, ici comme ailleurs, s'adonnent aux travaux domestiques, mais elles occupent dans la vie sociale une place que leur envient bon nombre de leurs sœurs africaines. Certaines d'entre elles prennent même une large part à la vie politique. Venus selon toute vraisemblance du nord à une époque fort reculée, en traversant la forêt équatoriale, les Bakuba font figure de caste noble parmi les tribus du Congo méridional. Ils témoignent d'un sens artistique d'une exceptionnelle vigueur et se distinguent par une grande coquetterie vestimentaire. Les Bakuba ont su découvrir les végétaux qui se prêtent le mieux à la technique de la vannerie, et notamment à la fabrication des nattes. Celles-ci doivent se distinguer par leur souplesse, leur finesse remarquable et l'expression graphique d'un rythme collectif. Mais il est un art où ils excellent davantage, celui du tissage et de la broderie, au moyen de la fibre soyeuse du palmier raffia. Les métiers dont ils se servent ne diffèrent guère des cadres à main dont nos pères faisaient usage dès le très haut Moyen-Âge. Les velours qu'ils en tirent sont à juste titre classés parmi les plus belles productions artisanales de l'Afrique équatoriale. Ce sont en réalité des broderies veloutées, ornant des morceaux de toile de raffia assez résistants pour servir de canevas. Si les hommes se réservent le tissage de ces toiles, les broderies sont l'œuvre des femmes. Les motifs, toujours rectilignes, qui font le décor des velours, sont noirs et rouges sur fond écru, ou noirs et écrus sur fond rouge. Jamais le travail de la brodeuse n'est préparé sur le canevas par un tracé préliminaire. S'abandonnant à son inspiration, elle dispose les motifs au gré de sa fantaisie. Chaque pièce constitue donc une œuvre unique, dont l'étonnante diversité fait le charme et la valeur. Raffolant des colifichets, les Bakuba s'évertuent à décorer tous les accessoires du vêtement au moyen de petites perles et de coquillages appelés kori. Ils tirent des effets harmonieux de ces matières simples et obtiennent des contrastes d'un réel attrait, notamment dans les ceintures.
Mais ce souci constant de la décoration ne se borne pas aux objets. Il s'étend à l'individu lui-même, qui par le recours au tatouage veut exprimer sa personnalité, grâce à des signes symboliques qui vont l'identifier. En pratiquant de légères incisions au moyen d'un tranchet bien affûté, l'artiste trace des dessins qui s'apparentent étroitement à ceux des broderies exécutées sur le velours. Contrairement à ce qu'on pourrait supposer, cette opération est peu douloureuse, tant elle est faite avec délicatesse. En Afrique noire, le principe des forces hiérarchisées domine la vie, et l'affectivité l'emporte sur la raison. Les Bakuba attachent une importance particulière à la transformation des matières dont on fait les armes et les outils, lesquels procurent puissance et supériorité. Aussi le forgeron est-il fort estimé, il joue même souvent un rôle prépondérant dans les cérémonies rituelles. Les procédés de fabrication, rudimentaires, n'empêchent pas de créer des instruments qui nous étonnent par l'élégance des formes. Mais c'est dans l'art de la statuaire et de la sculpture ornementale que se traduit avec le plus d'intensité l'instinct créateur des Bakuba. Nous pourrions le rapprocher du sentiment qui anima l'art religieux du Moyen-Âge, imprégné de mystique et de ferveur. Tout y est beauté, d'une beauté qui n'exprime pas toujours une vérité réaliste, mais s'inquiète plus spécialement du jeu des formes et des volumes. Depuis plusieurs siècles, la statuaire Bakuba fixait dans le bois le souvenir des souverains qui avaient présidé aux destinées de ce peuple étonnant. Ces statues ont aujourd'hui trouvé place dans les vitrines des différents musées du monde, où elles surprennent le visiteur par le remarquable équilibre et la sobriété de leurs lignes. Ce peuple orgueilleux accordait à ses rois une origine surnaturelle. Le Nyimi, monarque absolu de droit divin, règne, entouré comme jadis d'une cour imposante, composée de ses femmes et de nombreux courtisans.
93e descendant d'une lignée d'ancêtres dont la tradition chante les fabuleux exploits, le souverain est soumis à une étiquette minutieuse et compliquée. Objet d'une ferveur ostentatoire, on s'agenouille devant lui pour lui parler en battant des mains jusqu'à ce qu'il daigne vous adresser la parole. La danse accompagne toujours les manifestations collectives des habitants de la brousse. Les femmes du Niémi dansent à l'occasion de la levée du deuil pris par la cour après la mort de la sœur du roi. Le Niémi possède toute une garde-robe de costumes somptueux. Celui-ci, le plus riche, le plus lourd aussi, il pèse 80 kilos, il ne le portera que 2 fois. Le jour où il monte sur le trône lorsqu'on le présente à son peuple, et lorsqu'il aura rendu le dernier soupir. Mort, on l'habillera de cette étrange et fabuleuse parure, avec les ornements symboliques de sa défunte puissance. Autrefois, à la mort du Niémi, toutes ces femmes étaient sacrifiées et enterrées avec lui. Aujourd'hui, seuls ses tambours et ses paniers de forme rituelle
orné de perles et de coquillages, et dont le contenu est secret, l'accompagne en sa dernière demeure. Selon la croyance populaire, il pourra ainsi poursuivre paisiblement dans l'au-delà la vie prestigieuse à laquelle l'avait destiné son origine légendaire.